À cette troisième édition de Médias en scène. Bienvenue ici sur ce plateau où toute la journée, vous allez pouvoir suivre de nombreuses tables rondes, conférences, interventions consacrées, comme chaque année, lors de Médias en scène, à l'évolution des médias d'un point de vue technologique, d'un point de vue citoyen également. On va parler, vous le savez, vous avez consulté le programme certainement si vous êtes là, si vous nous regardez aujourd'hui. Tout un tas de conférences qui vont se dérouler même simultanément. Ici, on va parler un peu plus spécifiquement de technologie. On parlera de podcast également. Alors, c'est un média en scène très particulier, puisque l'an dernier, vous étiez peut-être ici, à la Maison de la Radio, avec nous. Cette année, malheureusement, ce n'est pas possible. Nous sommes donc passés en 100% numérique, 100% visio. On est ravis de vous accueillir malgré tout, on est ravis de vous accueillir à nouveau au sein de la Maison de Radio France. Nous allons commencer, je vous l'ai dit, par les technologies. On va parler d'intelligence artificielle. J'ai le privilège, comme je suis du coup un peu seul, de pouvoir enlever mon masque. Ce sera, je pense, un peu plus agréable pour tout le monde. Moi, je pourrai respirer et puis vous serez sans doute un peu plus proche de ce qui se passe ici. Voilà, donc le programme, on va le détailler ensemble. Il y a beaucoup d'intervenants. Je vous invite, si vous nous consultez, si vous nous regardez aujourd'hui sur le site de Médias en scène, à explorer un petit peu toutes les facettes de ce que nous vous proposons, à la fois ici du côté Radio France et puis avec France Info, qui est co-organisateur de cet événement, et puis du côté des Échos, bien entendu. Et je vous propose tout de suite de commencer par un petit tour d'horizon des innovations en matière d'intelligence artificielle au service des médias, au service où, pas forcément toujours pour apporter de bonnes choses d'ailleurs en matière d'information et de médias, mais vous allez voir, il y a des choses assez fascinantes en tout cas. Voilà, je vous ai donc préparé une petite présentation qui s'intitule « Les médias à l'heure de l'intelligence artificielle ». Évidemment, on va survoler tout ça, on n'ira pas en profondeur puisque nous n'avons finalement que quelques dizaines de minutes. Mais je crois que c'est important d'avoir un peu une vision de ce qui peut se faire aujourd'hui. Cette présentation est loin d'être exhaustive, bien entendu. Il y a en ce moment un bouillonnement d'innovation, il y a énormément de choses qui se font un peu partout dans le monde. Donc je vous ai sélectionné quelques petits exemples parmi d'autres de ce que l'on peut, de ce qui existe aujourd'hui en fait en matière d'intelligence artificielle et concernant les médias. Alors l'intelligence artificielle, elle est de plus en plus présente dans les médias et à différents niveaux. Et l'IA, on ne va pas revenir en détail sur ce que c'est, mais ce n'est pas magique. Maintenant, je pense que de plus en plus de gens ont compris. Ce n'est pas un grand monstre froid qui va tous nous dévorer, ce sont tout simplement des outils informatiques. C'est la suite de l'évolution technologique et de ce que les ordinateurs peuvent faire pour nous faciliter la vie. L'IA, c'est déjà une réalité, ce n'est plus de la science-fiction, même s'il y a encore tout un champ à explorer. Et c'est une réalité qui, malgré tout, nous prépare à des choses donc assez extraordinaires, ce qui fait qu'on n'a peut-être encore rien vu. Alors, je vous propose, on va parler d'IA et de journalisme, on va parler d'IA et de désinformation, c'est peut-être un peu plus du côté du public finalement, et d'IA et de fact-checking, qui est le pendant de la désinformation. L'IA et le journalisme, c'est tout bête. C'est pas le plus fascinant parce que finalement c'est de la cuisine interne, mais ce sont des choses très concrètes. Ce sont des outils qui aujourd'hui sont à la disposition des journalistes. Il y en a plein, il y en a de plus en plus. Les rédactions en utilisent. Voici un petit coup d'œil par exemple sur ce que propose Google. Alors Google propose un service qui s'appelle Journalist Studio, qui a été mis en place il y a quelques temps dans le cadre d'un vaste programme de Google qui s'appelle Google News Initiative. Et c'est toute une batterie d'outils qui permet de traiter principalement de grandes quantités d'informations. En fait, ce sont des outils de veille, mais des outils de veille et de traitement de l'information très élaborés. Il y a par exemple, alors si je vais sur le site d'ailleurs de ce service de Google, voilà comment ça se présente. Une batterie d'outils qui sont proposés aux journalistes. Il y en a un particulièrement qui est, on l'a vu passer, qui est très apprécié, qui est Pinpoint. Et Pinpoint, c'est tout simplement, alors là c'est une démo, donc c'est le site de démo. On ne va pas aller très très loin dans la présentation, mais voilà, c'est un... puis vous avez même la version française grâce à la traduction automatique de Chrome, merci Google. Merci l'intelligence artificielle qui fait qu'aujourd'hui on surfe sur le web, on a l'impression que tout le web est en français. On ne fait même plus attention à la langue d'origine. C'est donc un outil qui permet de rechercher des informations, faire des corrélations
entre des termes dans un très grand nombre de documents, et y compris des documents écrits bien entendu, des documents à de formes diverses, y compris des documents manuscrits, et y compris des documents audio. Et je crois qu'on attend la vidéo, c'est pas encore là, mais ça arrivera forcément un jour. Voilà, ça c'est un petit aperçu, c'est rien du tout évidemment par rapport à d'autres choses que l'on peut faire en matière d'IA au service du journalisme. L'autre gros outil qui risque d'être de plus en plus utilisé dans les années à venir, eh bien, c'est ce qu'on appelle la génération automatique de texte. C'est la capacité pour l'ordinateur de véritablement fabriquer du texte. Et pour ça, on n'utilise pas vraiment encore beaucoup. C'est encore au stade de recherche par rapport à ce qu'on a vu avant avec Google. Là, on est encore dans le stade de la recherche. Le fameux système GPT-3. GPT, Generative Pre-trained Transformer, c'est donc un système, un modèle de langage par apprentissage profond, réseau neuronal. Et c'est le plus puissant outil du moment. 1000 milliards de mots, 175 milliards de paramètres, c'est-à-dire les éléments qui permettent de définir et qui aident l'intelligence artificielle à se documenter. Elle a ingurgité des milliards de mots et elle est censée pouvoir ressortir des textes. La version précédente ne comptait que 1,5 milliard de paramètres. Alors à quoi ça sert? Ça peut servir à plein de choses amusantes, à écrire des poèmes, à écrire des emails. C'est rien d'écrire des emails, mais écrire des emails avec votre propre style, ça c'est assez magique. Et bien sûr, à écrire des fictions et des articles. Alors GPT-3 est en bêta public depuis très peu de temps, depuis juillet 2020. Et donc il y a plein de gens qui sont amusés à l'utiliser, notamment des médias, notamment The Guardian. Et en septembre dernier, The Guardian a fait un peu sensation en publiant un article entièrement rédigé par cette IA. Alors le sujet n'était pas un reportage, c'était un genre d'essai sur l'intelligence artificielle précisément. Le sujet c'était l'intelligence artificielle n'a pas l'intention de dévorer les humains, donc elle doit se montrer rassurante. Donc le texte racontait comment en fait, l'intelligence artificielle était tellement gentille. Ça fait beaucoup de bruit parce que le texte est assez étonnant. Quand on le lit, on a véritablement l'impression qu'il a été écrit par un être humain. C'est impressionnant. Bon, après, il faut relativiser. Et ça a d'ailleurs un peu énervé les spécialistes en IA parce qu'en réalité, pour en arriver là, le modèle avait été très soigneusement instruit par un étudiant américain qui lui avait imposé le sujet, qui lui avait imposé un corpus d'informations très précis. Il a sorti 8 versions, et les 8 versions, en fait, elles ont été réécrites pour arriver à une seule version, réécrite par des journalistes humains, comme quoi il y avait encore besoin de la patte humaine. Mais c'est quand même un progrès énorme. La GPT-3 est utilisée dans de nombreux domaines. On rappelle juste une petite chose comme ça, pour rebondir sur le fait que l'IA n'est pas magique, évidemment. L'IA nous sort un texte sur l'IA, mais elle n'a absolument aucune conscience de ce qu'elle écrit, et c'est là où est toute la différence. Mais on ne rentrera pas dans ce débat-là. Il y a des gens qui se sont amusés à utiliser GPT-3 pour en faire un chatbot médical. On n'est plus dans le domaine des médias, c'est un petit clin d'œil. C'est pas son boulot de faire ça au début, et du coup elle a un peu dérapé. Et là, par exemple, lors d'une consultation test, sous forme de chatbot, vous pouvez lire que l'IA a tout simplement conseillé à un patient de se suicider. Il lui disait qu'il était très mal, et elle a fini par lui suggérer de se suicider. C'est donc l'un des dérapages qui peuvent survenir avec l'IA, mais encore une fois, ça s'explique de manière très logique. Ça ne veut pas dire que l'histoire s'arrête ici. Cette IA n'est pas faite pour ça, elle n'était pas cadrée pour ça, etc. L'IA rédactrice, donc on y reste, la génération de texte, ça peut aller encore plus loin parce que ça peut aller vraiment à la production de texte à partir de data très précises. Ce sont des outils qui sont utilisés d'ores et déjà dans certains médias, y compris à Radio France, pour produire des articles courts la plupart du temps sur le sport, la finance, etc. Donc ça, je ne vais pas m'étendre là-dessus, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, il est possible de faire ce genre de choses. On peut aller plus loin, et il y a ces fameuses IA présentatrices de télé. C'est en Chine qu'aujourd'hui, l'agence Xinhua a créé plusieurs avatars. L'an dernier, ici même à Média en Scène, on vous présentait le tout premier avatar de Xinhua. Il y en a eu d'autres depuis, et voici la dernière création. Donc cette jeune fille est une création 100% virtuelle qui donne les nouvelles. En réalité, elle n'est vraiment pas très intelligente puisque les messages et les bulletins ont été rédigés par des humains derrière.
On peut aller encore plus loin. On peut aller plus loin, les Chinois, toujours eux, qui sont très très en avance vraiment sur ces technologies-là, sont allés plus loin avec cet outil qui s'appelle donc le Xiaoming Bot. Ça a été mis au point par ByteDance, qui est la maison mère de TikTok. Et là, c'est un outil qui va analyser en temps réel un événement, comme par exemple un match de football, et qui va rédiger en temps réel un commentaire. Donc, bye bye les commentateurs sportifs. C'est un peu moins vivant, je vous l'accorde. Et en plus, là, on n'est que sur du texte, sur un smartphone. Et on peut aller encore plus loin, c'est-à-dire que, en poussant la logique jusqu'au bout, eh bien, l'IA va même à nouveau prendre un visage d'avatar pour délivrer les informations de manière totalement virtuelle, enfin, à partir d'informations réelles. Il faut à peine quelques secondes pour fabriquer ce petit bulletin qui est donné par cette présentatrice. Alors bon, c'est un peu le look, TikTok. Hein. Et ce qui est intéressant, c'est de voir un petit peu comment ça fonctionne, sans rentrer trop dans le détail, mais on voit bien qu'il y a différentes briques qui sont associées. On part d'un document, alors là c'est un document écrit, c'est une source d'information un petit peu brute, qui est raffinée. Il va en être fait un résumé, et puis à partir de là, eh bien, on va fabriquer d'une part le texte qui va être dit. Ensuite, il y a une brique text-to-speech pour transformer ça en parole. Et puis, il y a la partie animation avec la synchronisation labiale. Et tout cela, évidemment, ça fait appel à différentes briques de l'intelligence artificielle. Voilà, c'est un très rapide aperçu de quelques petites choses, quelques petits outils d'intelligence artificielle au service des médias. Tout cela, évidemment, on le comprend très vite, eh bien, ça peut déboucher sur des dérives. Les dérives, elles existent déjà, c'est la fameuse désinformation qui aujourd'hui prend de nombreuses formes. L'IA et la désinformation, c'est une réalité. Par exemple, à travers les bots. Les bots, ce sont les robots sur Internet. Il faut savoir que 50% du trafic sur Internet est assuré par des bots. Alors, attention, ces 50%, ça inclut tout. Le bot des moteurs de recherche qui explorent le web en temps réel, les bots de cybercriminalité qui cherchent les failles là où ils peuvent, et puis les bots qui produisent de l'information. Il y a des bots gentils qui sont utilisés par des marques pour faire passer des messages, et puis il y a les bots méchants, on va dire, qui sont utilisés pour la désinformation en proprement parler. Il y avait une étude américaine de 2007 qui expliquait qu'un quart des tweets climato-sceptiques postés au cours de l'année 2017 étaient en réalité postés par des chatbots. On en vient au deepfake, évidemment, incontournable deepfake. Aujourd'hui, presque tout le monde sait de quoi il s'agit. Ce deepfake, ça vient de deep learning et de fake news, donc apprentissage en profondeur et fausse information. On appelle ça aussi l'hypertrucage. Ce sont des transformations d'images vidéo, d'images réelles en images irréelles, en plaquant simplement des morceaux de visage pour, par exemple, en plus faire dire des choses à certaines personnes. Alors vous voyez quelques exemples ici, ils ne sont pas parfaits, et j'ai choisi ça exprès parce que le deepfake, il y a quelque temps, il fallait d'énormes ressources informatiques et de grosses compétences. Et le résultat n'était pas mauvais, vous avez certainement vu ce deepfake avec Barack Obama, etc. Et puis, ça s'est démocratisé à une vitesse incroyable. Et aujourd'hui, là, ce que vous voyez là, qui donc n'est pas parfait, a été réalisé grâce à un tutoriel qui a été diffusé sur YouTube et qui permet quasiment à n'importe qui de fabriquer des deepfakes avec un ordinateur de bureau standard. Donc demain, on aura ça dans nos smartphones. N'importe qui pourra fabriquer des deepfakes en 2 temps 3 mouvements. Ça va devenir des mèmes, on va bien rigoler avec, mais ce sera également de terribles outils de désinformation. Les deepfakes, très rapidement, c'est aussi, alors là on sort un petit peu du sujet de l'information, c'est ce qui permet par exemple dans le cinéma et dans la télévision eh bien, de faire des choses assez étonnantes, comme vous l'avez certainement vu passer il y a quelques jours à peine, la série Plus belle la vie, qui a vu la défection d'une de ses actrices testée positive au Covid et qui, in extremis, a été remplacée par une autre actrice, celle de gauche, sur laquelle on a posté le visage de l'actrice d'origine à droite, et voilà le résultat. Ça sert à ça aussi, les deepfakes. Donc il ne faut pas diaboliser les deepfakes, c'est une vraie innovation en réalité. Encore plus loin que les deepfakes, il y a, ou en tout cas à côté des deepfakes, il y a ce qu'on appelle la génération d'images fixes, mais
ultra réalistes grâce à un système appelé les GAN. Les GAN, c'est un mécanisme alors, vraiment purement informatique et intelligence artificielle qui a été créé au Québec en 2014. GAN, ça veut dire qu'il y a 2 réseaux neuronaux qui fonctionnent en parallèle. Vous en avez un qui fabrique des images et l'autre réseau qui lui dit non, là je vois que c'est une image fabriquée, j'y crois pas. Recommence. Et alors il y a l'autre réseau qui recommence, tac, tac, tac. Et puis le deuxième qui teste comme ça, et en permanence ils se parlent pour arriver à un résultat assez époustouflant. Car par exemple, je vous présente des personnes, on va faire plus simple, voilà, je vous présente ces personnes qui ont l'air très sympathiques, mais que vous ne pourrez jamais rencontrer dans la vie car elles n'existent pas. Ces visages ont été créés de toutes pièces par de l'intelligence artificielle, pixel par pixel, en simplement appliquant une seule règle, est-ce qu'on y croit, est-ce qu'on n'y croit pas? Et bien voilà ce que ça donne, je pense qu'on y croit. Des deepfakes visuels, on arrive aux deepfakes audio. Il fallait évidemment, on se doutait bien que ça allait arriver. Il y a des choses qui se préparent. Par exemple, je suis allé voir il n'y a pas très longtemps à l'IRCAM, ici à Paris, au centre de recherche sur le son, des choses qui existent en matière de transformation de la voix. On peut en temps réel transformer une voix d'homme en une voix de femme. Je vous fais écouter un petit extrait. Donc bonjour, je suis un homme. J'espère que vous allez bien, et oui, ça peut vous surprendre, mais je suis bien Jérôme Collandin. On a l'impression que je me suis transformé en cours de route. Ah oui, c'est assez troublant. Hein. Voilà, et puis ça marche aussi dans l'autre sens, bien entendu. Voix de femme en voix d'homme. Le son a changé de dimension. Il s'invite dans de nouveaux espaces, de nouveaux objets, avec lesquels nous interagissons par la voix. Il joue aussi par sa capacité à éveiller les émotions et à raviver la mémoire. Alors vous me direz, oui, bon, d'accord, on a vu ça au cinéma 100 fois, etc. Oui, sauf qu'au cinéma, c'est complètement bidon, ça n'existe pas. Et puis, sauf qu'on peut le faire en studio, hein, ça prend du temps, mais en temps réel, pour l'instant, ce n'est pas possible. En tout cas, c'est possible au stade, c'en est encore au stade de la recherche. Ça aussi, c'est très inquiétant. La bonne nouvelle, c'est que si on arrive à faire ça, on arrivera à faire des choses et des outils qui permettront de détecter tout cela. Et on en arrive donc à l'IA, au fact-checking. Hein, c'est comme dans c'est comme les affrontements militaires. Vous avez les mesures, les contre-mesures. L'intelligence artificielle peut servir aujourd'hui au fact-checking. Alors, il y a une initiative qui a été lancée par les GAFAM, qu'on accuse souvent des pires maux de la Terre, mais qui ont d'énormes moyens, donc c'est bien aussi que parfois ils les utilisent à bon escient. Ils ont lancé une initiative qui s'appelle Fake News Challenge, et chacun essaye de créer des outils. Et notamment Microsoft a mis au point un outil qui s'appelle Video Authentificator, qui est un outil qui est capable d'examiner une image pour déterminer si elle est 100% réelle ou si elle a été trafiquée sous forme de deepfake. Et par exemple, ce que vous voyez là, lorsque ça s'allume en rouge, ça veut dire qu'en réalité, eh bien, il y a une partie de l'image qui n'est pas réelle, qui a été modifiée avec de l'intelligence artificielle. On ne s'en aperçoit pas nous-mêmes. Donc, ce qui est intéressant, c'est que là, en fait, l'œil humain ne voit rien, mais l'ordinateur, lui, a vu. Il a compris en comparant pixel par pixel les différentes tonalités de couleurs, de lumière, etc., que cette image avait été retouchée. Alors, ce n'est pas du Photoshop, hein, mais c'est retouché par intelligence artificielle. Donc tout ça, ça permet quand même, et c'est un peu la note positive sur laquelle je vais bientôt conclure, d'espérer que tous les problèmes créés par l'IA puissent être également résolus par l'IA. Autre brique pour faire ce genre de choses, eh bien la blockchain est appelée à la rescousse. La blockchain, c'est donc la chaîne de blocs qui a donné naissance aux crypto-monnaies, le bitcoin, etc., qui est c'est un peu un buzzword, on en met à toutes les sauces, la blockchain, ça énerve là encore un peu les spécialistes parce qui viennent dire non mais c'est pas vrai, la blockchain ne permet pas de faire ci et ça. Le fait est que la blockchain en théorie peut permettre d'authentifier des documents, d'authentifier vraiment d'être une sorte de cachet numérique, et donc il y a des médias qui ont décidé de l'utiliser. C'est le cas notamment de l'agence italienne de presse, c'est le cas du New York Times, qui vont authentifier leurs informations par blockchain. Comme ça, si celles-ci sont retouchées, si elles sont modifiées, eh bien, on sera capable de détecter et qu'il y a une falsification. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez un acteur alors, totalement inattendu, parmi d'autres, hein, AdBlock. AdBlock, c'est un adblocker de publicité qu'on peut installer sur son ordinateur et qui est très intéressé par ça. Et donc demain, votre ordinateur, avec
le programme AdBlock sera peut-être capable de déterminer si une information a été modifiée par de l'intelligence artificielle ou pas, et si une information surtout est exacte grâce à l'authentification par la blockchain. Voilà, je vous remercie. C'était un petit tour d'horizon très rapide de ce que l'on peut faire en matière d'IA. On est parti dans tous les pays du monde. On va revenir en France parce que je voudrais vous présenter précisément une innovation française qui est en train de se mettre en place et qui est très concrète. Donc on va recevoir tout de suite Cécilia Gabizon. Cécilia, bonjour, bienvenue. Venez donc par ici. Bonjour, merci. Cécilia Gabizon de ETX. ETX, vous avez mis au point. Alors attendez, je vais supprimer cette. Ah, zut. C'est pas grave. C'est la joie du direct. Est-ce que... Il faut qu'on retrouve la présentation de Cécilia. On va la retrouver. Bon, en attendant... Mais oui, en attendant, c'est vrai, absolument. Alors, en 2 mots, ETX, c'est quoi ETX ? Alors, ETX, c'est d'abord à l'origine une agence de presse et c'est toujours son ADN. C'est-à-dire, nous, on fait de l'information en partenariat avec l'agence France Presse, avec l'AFP, dans le monde entier. Donc, on est une agence d'information et on est des raconteurs d'histoire. En fait, on est au service des médias et de l'info. Et c'est justement un peu dans ce cadre que nous aussi, on a travaillé sur l'intelligence artificielle pour voir comment la mettre en fait au service, en l'occurrence de l'audio. Alors, l'audio, vous l'avez vu, là, Jérôme, vous nous l'avez montré sur la voix, sur ce qu'on arrive à faire. Au départ, c'était un peu ce qu'on connaît, c'est la voix du GPS et c'était un peu mécanique. Ça a énormément progressé, ce qu'on arrive à faire en voix de synthèse. Et en fait, nous, ce qu'on a travaillé, c'est vraiment du point de vue des médias, c'est comment on va pouvoir massivement, comme médias, passer à l'audio. Parce que, en gros, l'accès à l'information va se faire à travers la voix. Aujourd'hui, en fait, il y a des assistants vocaux encore restreints en France, mais déjà importants aux États-Unis. Mais il y a surtout le téléphone. On pose des questions à son téléphone. Alors, il ne comprend pas toujours à ce stade, mais ça progresse très, très vite. Et donc, finalement, une partie de l'accès à l'information et de l'information elle-même sera de l'information vocale. Alors, comment on fait quand on est un média avec des finances contraintes qu'on connaît et qu'on veut innover et qu'on veut pouvoir faire du son et être présent, pouvoir répondre, accompagner en fait l'internaute dans son pèlerinage. On lit, mais on écoute quand on va au boulot en marchant le matin, quand on est dans le métro. C'est du podcast, etc. Donc exactement, et la mobilité, super important. Donc comment on fait pour pouvoir en fait d'un contenu, en fait quelque part avoir de la liquidité, c'est-à-dire en faire un contenu print, audio et même ce que nous on a appelé audiocast. C'est de l'intelligence artificielle. Alors, donc, est-ce que ça vous va ? Il faut se loguer, non ? C'est ça ? Je crois on est bon là. Oui, on est bon. On est bon. Ok. Alors là, ce que vous voyez, c'est la plateforme d'information qu'on a ETX en partenariat avec l'agence France Presse. Donc nous, on produit des news en français et en anglais. Mais là, surtout, ce que je voudrais vous montrer, c'est comment est-ce qu'on peut les voicer automatiquement. Donc là, en fait, c'est pas simplement la performance technique de faire du voicing, c'est qu'à un moment donné, il faut que ce soit simple. Il faut que ce soit simple, pourquoi ? C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Pour l'éditeur, là on parle bien côté éditeur. C'est qu'en fait, aujourd'hui, tous les médias veulent se saisir de l'intelligence artificielle, mais il fallait pratiquement avoir des data scientists pour pouvoir le faire. Nous, ce qu'on a dit, c'est qu'il faut démocratiser. Et donc, vous savez qu'il n'y a rien de plus compliqué que de faire simple. Donc, on a travaillé en fait très longtemps pour avoir finalement une interface où il n'y a même pas besoin de savoir s'en servir parce que c'est évident et qu'il suffit en fait de cocher les news qu'on veut pour pouvoir les voicer automatiquement, comme on vous a montré tout à l'heure. Donc là, vous choisissez dans une bibliothèque Voilà. Là, j'ai choisi en fait dans une bibliothèque d'articles, en l'occurrence la plateforme de l'agence, la plateforme de l'agence avec France Presse, et je les ai sélectionnés. Et ils apparaissent en fait sous une forme qu'on connaît, c'est-à-dire en gros une forme de réseaux sociaux. On voit ce qu'on fait. Si on veut changer le titre, si on veut changer le texte, si on veut ajouter un jingle, si on veut customiser, tout est possible, mais c'est pas l'usine à gaz puisque je le fais en direct et je vois ce que je fais. On a évidemment testé et on entraîne des voix. Ce ne sont pas nous, on ne produit pas les voix. Nous, aujourd'hui, on a compris que dans la technologie, dans la tech, il va falloir s'appuyer, il va falloir plateformiser la tech. Chacun a son domaine. Il y a tellement de briques qui existent, autant les utiliser. Il faut aller les chercher là où elles sont. Et il y a une vraie valeur à savoir les assembler et les rendre le plus performantes possible et le plus simple possible. Nous, c'est ce qu'on a fait. Et là, je vais vous proposer la voix de Sylvie, canadienne. Et on peut en faire soit un format audio, un MP3,
soit un format vidéo. En l'occurrence, je vais vous montrer l'audio. Et donc, là, quand on appuie ça, en fait, c'est instantané. Ça fait l'audio. Alors, l'audio, c'est intéressant parce que ça va pouvoir se propulser sur les messageries. Comme des fils de radio, en gros, les médias pourront avoir aussi leur programmation en quelque sorte audio. Alors c'est pour les médias qui ne font pas d'audio et de vidéo au départ. Exactement. Mais parce que à Radio France, vous n'allez pas nous apprendre à faire de l'audio. Non, non, mais nous, on veut donner de leçons à personne, on est au service de l'information. Et c'est super important, ça. Ça veut dire que même les usages vont être déterminés par les médias eux-mêmes. Mais il y a quelque chose qui est intéressant, c'est qu'en fait, toutes ces capsules audio vont aussi servir à référencer toute la production de ces médias. C'est-à-dire qu'on va passer du SEO, le fameux SEO, au Ask Engine Optimization. En gros, quand on appellera à la voix, il faudra que l'outil qui va crawler pour trouver la réponse vous repère. Et ça, pour ça, il va falloir être en audio. Donc là, on va écouter le résultat. Allez. Health Authority says the most widespread anti-COVID weapon, surgical mask, must be thrown away after a single use, but environnemental, concernant, pushing some scientists to question this recommendation. Elle parle anglais, là? More than 4 billion people could be overweight by 2050, with 1,5 billion of them obese. Ce qui a son charme. Alors, comme j'ai pas le retour, les joies du direct. Ah oui, pas. Alors, attendez, pardon. Je recommence. On est parti sur cette fois-ci, elle va parler français avec l'accent québécois. Alors, c'est intéressant d'ailleurs d'avoir toutes ces voix avec différents accents. Health Authority says the most widespread anti-COVID weapon, surgical mask, must be thrown away after a single use, but environnemental, concernant, pushing some scientists en tout cas, en anglais, elle parle. C'est l'effet des mots. Je recommence. More than 4 billion people could be overweight by 2050. On en choisit. 1,5 billion of them obese. If the current global je pensais que les Québécois parlaient mieux, avaient un meilleur accent anglais, d'ailleurs. Donc, vous savez que c'est les joies du direct. J'ai l'impression qu'on est coincé sur celui d'avant. Sur celui d'avant. Si vous relancez un module avec de la vidéo pour qu'on voit ce que ça donne, c'est possible. On y va. Là, donc en fait, l'intérêt justement d'avoir produit aussi de la vidéo, parce qu'on peut se dire finalement on fait de l'audio, pourquoi faire de la vidéo? C'est qu'aujourd'hui, comme vous le savez, finalement, on a besoin d'avoir notre attention captée le plus possible. Et c'est aussi une façon de faire voyager le son. Si on veut le propulser sur les réseaux sociaux, dans les newsletters, dans les messageries, en fait, le support vidéo vient aider, évidemment, à soutenir l'attention et on peut suivre en même temps. Alors, donc vous créez un petit module qui est embeddable directement dans du contenu en ligne, qui est, j'imagine, partageable sur les réseaux. Exactement. Je recommence parce que j'ai l'impression qu'on est resté coincé dans le module d'avant. Alors, on reprend en partie sur Sylvie. On refait de la vidéo. Et cette fois-ci, on va être bon. Donc oui, en fait, on fait des petits modules vidéo qui sont embeddables partout, sur Twitter, Facebook, etc. Et qui permettent en fait de constituer cette collection de capsules. À quoi ça sert? En fait, pour les médias, nous, ce qu'on pense, c'est qu'il va y avoir aussi des fonctions de personnalisation. Aujourd'hui, en fait, les gens vont vouloir écouter leur propre programme. Par exemple, j'ai pas le temps, je le fais en marchant. J'écoute ma newsletter, c'est éditorialisé. J'écoute les dernières nouvelles. J'écoute des sélections thématiques. Mais alors, qu'est-ce que vous apportez de plus que les outils qui permettent déjà de lire un article sur le web? Il y a même des applications qui peuvent nous lire des news, sans parler évidemment des produits audio qui sont nativement de la radio quelque part. Alors, c'est intéressant. D'abord, un niveau de qualité de voix, parce que pour le coup, ça fait 2 ans qu'on travaille, parce qu'on travaille sur la mobilité, etc., l'information en mobilité. Donc, des qualités de voix qui sont exceptionnelles. Et surtout, en fait, quelque part, une plateforme qui permet de entièrement gérer ce qu'on veut produire. C'est-à-dire que si on veut produire juste un article, si on veut produire une vidéo, si on veut produire un flash, et à terme, c'est l'internaute lui-même qui pourra personnaliser ce qu'il écoute. C'est-à-dire, il va se constituer en fait sa playlist. Alors ça, ce sera l'étape d'après. C'est l'étape d'après. Et nous, ce qu'on assure aussi, c'est finalement le référencement de tous ces sons. C'est-à-dire comment faire en sorte qu'ils soient bien pris en compte et qu'on puisse les retrouver très facilement et qu'ils puissent remonter à la demande. Alors, où est-ce qu'on en est de ce développement de
de cette plateforme? Alors la plateforme c'est un peu un scoop là que vous... Oui, complètement. C'est la toute première fois que c'est dévoilé. Exactement, c'est la première fois là qu'on en parle et on est très heureux, merci. Et ça sera lancé mondialement, parce que vous savez que c'est une plateforme mondiale, le 8 décembre. D'ici là, en fait, on invite d'ailleurs les journalistes et les médias qui voudraient la bêta-tester, parce que vous savez que tous ces produits tech, c'est de la co-construction. Donc, on invite les journalistes à venir la bêta-tester. Donc, on va sur le site de TX? Exactement, où vous pouvez même m'écrire à cecilia.gabizon@txstudio.com. Il a fini de générer son petit module. Ouais, comme ça, on va terminer en beauté. On va finir sur cette vidéo. J'espère, en beauté. J'espère. On y va. J'ai l'impression que Bon, il est en bêta, même en alpha. Là, encore, non, mais il marchait. Alors, vous savez que c'est toujours comme ça. Il marchait parfait. Voilà, c'est pas grave. C'est parti. Bon? It takes around 10,000 litres of water to produce a pair of jeans, 4 times a much fort a t-shirt. Non, alors c'est pas grave. On va s'arrêter, Cécilia. Ce qui est important, c'est qu'on a compris le principe. C'est un outil très prometteur, en effet. Merci beaucoup d'être venu nous le présenter ici à Média en scène. Merci. Voilà, c'est la fin de cette séquence, cette première séquence. Ici, on va parler dans un instant, on va aller encore plus en profondeur en matière d'intelligence artificielle. Tout à l'heure, on va parler le thème de la table ronde s'intitule « Bien s'informer à l'heure de l'intelligence artificielle ». Dans l'immédiat, on marque une petite pause. Merci d'être avec nous toute la journée. Ne partez pas très loin. On se retrouve très vite.